Eh bien, bonjour à tous. Voilà, moi je suis animateur agroéquipement à la Fédération des CUMA du Gers et des Hautes-Pyrénées sur le volet viticulture et grande culture. Puis je suis également agriculteur, là aussi dans le Gers et dans les Hautes-Pyrénées en agriculture biologique, sur de la culture légumière de plein champ et également sur de la culture, de la grande culture et un peu de semences. Tu es utilisateur toi-même de robots à titre personnel ? Alors, je l'eus été en 2018 sur notamment, on l'a vu ce matin, le Céol d'Agriculture qui était en prototype. Et donc, on avait fait venir ce robot-là, notamment pour des questions de désherbage mécanique dans du maïs popcorn. Là aussi, toujours en agriculture biologique. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de comment un peu les CUMA et le réseau qui l'accompagne, qui les accompagne, peuvent être un levier favorisant le déploiement de la robotique agricole. Voilà. Alors quelques éléments de contexte de manière générale. Aujourd'hui, au niveau national, les CUMA, c'est 12 000 structures, c'est 200 000 adhérents, donc c'est près d'un actif agricole sur deux qui sont concernés par la mutualisation du matériel. C'est un parc matériel tracteur qui correspond à 7 720 matériels. Et chaque CUMA, grosso modo, c'est une vingtaine d'adhérents. Donc pour vous donner un peu un panorama assez complet et assez rapide. Alors les CUMA, effectivement, c'est du matériel, mais pas que. Et ça a été dit tout au long de la matinée, c'est à la fois un échange de savoir et de savoir-faire. Et c'est aussi des groupes dans lesquels on va avoir des gens qui vont, dans un premier temps, s'acculturer à la techno, et puis d'autres qui vont monter en compétence pour la prendre en main derrière. Donc on a vraiment ces deux cas de figure. Nous, on est là pour à la fois capitaliser sur des retours d'expérience en agriculture de précision, mais et de plus en plus sur la robotique, produire de la référence technico-économique, et puis une large communication, parce que voyez-vous, comme je le disais tout à l'heure, dès lors qu'on va toucher une structure, on va toucher grosso modo une vingtaine d'adhérents. Donc le bras de levier est incomparable par rapport à la sphère individuelle. C'est ce qui nous permet, sans prétention aucune, d'aller toucher plus de personnes et plus rapidement. Oui, puis si moi je suis un peu, on va dire, mercantile, je suis constructeur de robots, je me dis que, au-delà de me dessiner des traits sur mon pantalon, n'importe quoi, bref, j'ai plutôt intérêt Enfin, ça peut être aussi intéressant pour moi en tant que metteur en marché de robots de m'appuyer sur des CUMA pour toucher avec un matériel 20 personnes. Est-ce que j'ai intérêt ou est-ce qu'au contraire c'est un problème ? C'est-à-dire que moi j'aimerais bien les vendre chacun un robot plutôt que vendre un robot à la CUMA. Tout à fait. Alors oui, c'est un intérêt et tu fais très bien la suite avec la diapo qui suit parce que effectivement, je disais, c'est pas que du matériel, mais ça en fait partie. La mutualisation, elle est permise parce qu'aujourd'hui, une CUMA, il a une zone de chalandise bien définie et l'idée, c'est que on va essayer de maximiser le volume d'utilisation. Et en maximisant ce volume d'utilisation, toujours en adéquation avec la qualité du travail, et dit autrement, en fait, c'est rendre disponible le matériel le plus souvent possible pour un utilisateur qui va pouvoir rentrer dans ses champs quand la météo le permet. C'est ce qui va permettre donc de mécaniquement diminuer le coût de revient. Et donc il y a ce volet-là et il y a aussi le côté, je dirais, rationalisation des risques, cette espèce de résilience qu'il peut y avoir par rapport à l'investissement. Et cette résilience-là, elle est permise parce qu'on va à la fois mettre en commun, partager ce risque-là. Je le disais tout à l'heure, mécaniquement, on maximise un volume d'utilisation pour minimiser un coût de revient. On a aussi, il ne faut pas oublier que c'est la CUMA qui investit et non pas l'agriculteur. Donc l'investissement, il est délocalisé de la sphère individuelle sur la CUMA. C'est d'ailleurs pourquoi on a des statuts qui régissent les CUMA, on a des bulletins d'engagement pour garantir le bon fonctionnement. Et avec parfois des subventions à l'investissement qui sont majorées quand il s'agit de CUMA d'ailleurs. Tout à fait. Et je pourrais avoir peut-être une réponse à la question qui a été posée tout à l'heure. Mais et ce qui, à mon avis, est le plus important et qui est non négligeable, c'est le côté apprentissage collectif, notamment pour l'adoption de nouvelles technologies. J'en veux pour preuve, quand je suis rentré à la Fédération des CUMA, il n'y a pas tout à fait 8 ans, ils s'achetaient dans le Gers des semoirs de semi-direct à tour de bras.
Et on a vu effectivement que les agriculteurs et agricultrices ont saisi l'intérêt, je dirais, comptable d'aller optimiser le coût de revient. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'au travers de ça, on avait des gens qui se recentraient autour d'un matériel et qui permettait d'avoir cet apprentissage coordonné, collectif, de partager les expériences, de partager les réussites, les écueils quelquefois. Et c'est ce qui a fait qu'en quelques années, on a finalement beaucoup d'agriculteurs qui ont transité vers l'agriculture de conservation des sols parce qu'ils sont montés très rapidement en compétences et par essaimage successif de CUMA en CUMA, de CETA en CETA, on s'est rendu compte que les gens ont appris beaucoup plus vite et finalement on garantit cette adoption à l'agriculture de conservation. Tu veux dire que si on applique ce raisonnement-là à la robotique, je reviens sur l'interpellation que j'essayais de te formuler tout à l'heure. Moi, constructeur de robots, je cherche à maximiser le nombre de robots que je déploie dans les champs, même si finalement je le fais acheter par une CUMA qui du coup l'achète en collectif plutôt qu'en individuel. Tu penses que ça accélère quand même la commercialisation? Oui, alors je pense que ça accélère. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme le témoignage qu'on a eu tout à l'heure. Moi, agriculteur, je suis très friand de ces retours d'expérience-là. Et ces retours d'expérience-là qui permettent et qui permettront, je l'espère, de faire monter la mayonnaise, et j'ai pas trop de doute là-dessus. À un moment donné, il faut que pour qu'on puisse la faire monter, cette mayonnaise, il nous faut les ingrédients. Et les ingrédients, c'est des robots dans les champs. Donc si au départ, ils sont utilisés de manière collective, individuelle ou autre, finalement, peu importe. Parce qu'effectivement, je pense que chaque constructeur et distributeur, dès lors qu'il va avoir un point de référence sur lequel il va pouvoir s'appuyer et traiter de cette question-là, va lui permettre derrière d'asseoir une certaine adoption par d'autres utilisateurs derrière. Ouais. Il y a un point que tu soulèves là, c'est effectivement de mutualisation du matériel, rationalisation des risques, mais aussi travail sur l'organisation des chantiers. Est-ce que là aussi on ne touche pas du doigt un point important? On le voit dans le désherbage mécanique où il y a certaines solutions qui sont là aussi hautement technologiques, qui sont gérées en CUMA avec une personne qui est dédiée au chantier collectivement, parce que la prise en main n'est pas simple. On a appris ça avec Victoria en faisant le dernier rapport de l'Observatoire. Il en est de même, tu penses, pour les robots? Alors, par rapport à l'organisation des chantiers, je dirais même que c'est presque une pierre angulaire du système. Parce que, comme je disais tout à l'heure, si on veut agir sur un prix, il faut maximiser les volumes. Et si on veut maximiser les volumes, à un moment donné, il faut qu'on soit organisé. Et c'est un peu, je mettais ce diapo-là par rapport à ça, quand on a fait venir l'un des premiers essais, si ce n'est le premier, d'essai de robots autonomes sur un semis de carottes porte-graines. La première des questions, c'était pas la suspicion qu'on avait sur la technologie, est-ce que ça allait fonctionner ou pas. C'était comment demain on arrive à mutualiser un robot et qui plus est à optimiser, je dirais, la transition du matériel d'adhérent en adhérent pour minimiser les temps morts et essayer de faire en sorte que les chantiers soient le plus performants possible. T'en parlais, ça peut être de la formation de responsables au travers de gestion de réservation en ligne qu'on a au travers de la FNCUMA ou de services complets avec salariés qui vont permettre là aussi de valoriser justement l'adoption de cette robotique. Et c'est un peu en ça que par rapport au constat de l'adoption de la robotique, on a une image au niveau de la perception de la valeur qui peut être déficitaire. Il y a deux composantes dues à ça, c'est le prix, on en a parlé, et le service rendu. Le prix, je l'ai expliqué en quelques lignes, mais c'est maximiser le volume pour minimiser un prix, et pour ça, il faut être organisé. Sans prétention aucune, on sait à peu près comment on va prendre la... À minima, c'est votre boulot de savoir le faire. Exactement. Alors on essaye, mais effectivement, à minima, c'est un peu ça. Et puis le service rendu, finalement, pour que je puisse, moi, me projeter dans demain la robotisation d'un itinéraire culturel, il faut que j'ai de la donnée chiffrée, il faut que j'ai de la référence, il faut que j'ai des retours d'expérience, il faut que j'ai tout ça. Et c'est pour ça que Réseau des CUMA, on essaye et on va commencer à capitaliser sur les premiers retours qu'on a, justement, pour là aussi donner à réfléchir aux futurs utilisateurs demain vis-à-vis de la robotique. Alors, quelques exemples, mais voilà, on a dans l'Aube, dans l'Aude, on est dans la Marne, ici même en Gironde, où on a du robot, on a les CUMA de l'Ouest au niveau du réseau qui sont en train, et même plus que ça, de concrétiser un essai pluriannuel avec la GBOT d'Agexid. Donc là aussi, pour
encore une fois, permettre de sortir de la référence, des retours d'expérience. Ça a été dit, je crois, par Cédric tout à l'heure, mais la Fédération des CUMA est adhérente à Robagri et partie prenante du Grand Défi, notamment pour le déploiement de la robotique dans les champs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, accessoirement un peu co-organisateur du FIRA, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est tout ça qui va nous permettre de finalement amener les gens à se raccrocher un peu au wagon. Ouais. Mais en gros, moi, ce que je retiens aussi de ton message, c'est que voilà, la bonne façon de déployer des robots dans les champs pour, à minima, aujourd'hui recueillir des références techniques pour que derrière ça SM, voilà, vous proposez-vous une solution en la matière. En tout cas, un service tout à en fait. la matière. Ouais. Hop. Alors ça, c'était une simulation de coût de revient. Alors, tu le disais, ça va très vite, hein, c'est déjà 2022. Alors effectivement, on avait fait des approches comme ça, c'était pour avoir quelques ordres de grandeur entre un tracteur entrée de gamme, haut de gamme. Alors, je m'excuse d'ores et déjà pour le Bacchus à 40 kWh qui en fait était une indication parce qu'on était vraiment dans les prémices, mais c'est quelque chose, c'est un outil qui aujourd'hui n'est pas commercialisé. Mais se rendre compte que voilà, entre un tracteur haut de gamme et un robot, alors avec les hypothèses qu'on a prises, bien évidemment, reste à les vérifier derrière, mais on n'était pas drastiquement différent en termes de coût de revient. Et c'est ça aussi de permettre que dans certains contextes, il peut y avoir des tâches qui effectivement, où le robot va amener cet avantage-là. T'es dans quelle filière là? Viticulture. Viticulture, oui. Ouais. C'est un peu, on va dire, des chiffres complémentaires, si ce n'est différents. Complètement. Contradictoires. Je mets les pieds dans le plat. Donc, quoi qu'il en soit, en tout cas là aussi, c'est qu'on reste là sur on va dire des chiffres basiques. Oui. On n'est pas sur tous les bénéfices induits qu'on a évoqués et qui ont par exemple été bien évoqués par David Lafosse tout à l'heure. Tout à fait, exactement. Et en fait, par rapport à ça, c'est qu'à un moment donné, il a fallu qu'on soit un peu proactif dans la démarche. On n'avait pas de retour d'expérience, il fallait bien qu'on travaille un peu sur quelque chose pour, encore une fois, donner à réfléchir là-dessus. Mais tu le disais tout à l'heure, je pense que, et ça a été dit par le viticulteur en soi, l'approche comptable, si on doit en rester là, pour ma part, elle est limitante. Et aujourd'hui, la grande difficulté qu'on aura, à mon sens, et le grand défi, c'est de valoriser la vision globale. Et cette approche holistique, que ce soit au niveau de la qualité du travail, du confort que ça va amener, de la synergie entre ces deux, et pour l'avoir testé, alors pas sur la robotique, mais notamment sur l'agriculture de précision, arriver avec 10-12 heures de travail et être en capacité lucidement de pouvoir prendre des décisions pour l'orientation de son exploitation, de pouvoir se projeter sur des itinéraires culturaux toujours plus agroécologiques et même de pouvoir visualiser le robot pas comme une fin en soi, bien évidemment, mais comme quelque chose qui va être, là aussi ça a été dit, vecteur d'un verdissement des itinéraires culturaux pour permettre là aussi de travailler qualitativement et plus confortablement. Ça, c'est un grand défi qu'on a et c'est effectivement, je pense, une des choses qu'on aura le plus de difficultés à démontrer parce qu'encore une fois, c'est pas pécunier, c'est pas comptable et du coup, c'est difficilement visualisable par les utilisateurs. Et le dernier point, c'est un peu sur l'écosystème commercial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, on a besoin d'avoir des robots dans les champs. C'est pas compliqué. Donc, comment fait-on pour faciliter l'accès à ces solutions robotiques? Comment fait-on? Alors, j'évoquais de la location en long terme, en court terme, en prestation. La Fédération des CUMA a créé une société qui est une centrale d'achat de matériel agricole. Donc, comment fait-on pour demain faire en sorte qu'on facilite cet accès-là? Comment fait-on pour qu'on ait de plus en plus de retours qui là aussi vont créer une émulation autour de ça et j'en suis assez convaincu. Et donc pour répondre à la question qui m'a été posée tout à l'heure, comment les CUMA et le réseau qui l'accompagne pourront être un vecteur de massification de la robotisation des itinéraires culturaux, c'est par le coût de revient, par le fait mécaniquement de l'augmentation. De l'achat mutualisé, on va dire. Exactement. Alors l'achat mutualisé, je dirais, c'est le détournement du risque lié à l'investissement. Et puis il y a aussi, qui à mon sens est primordial, c'est cette approche collective véhiculée par l'apprentissage collectivement qui sera, à mon avis, un des bras de levier très importants dans les années à venir. Merci Florent pour ce témoignage. On l'applaudit avec moi si vous en êtes d'accord.
Je me tourne vers la salle et je sais que dans la salle, il y a des gens qui font partie d'un groupe de travail piloté par Rob Agri sur la distribution. Est-ce que justement certains veulent témoigner et donc elle est tout là-haut, ils sont tout là-haut sur voilà, le fonctionnement de ce groupe de travail et en tant que constructeur ou distributeur, comment vous regardez les questions de location court terme, long terme ou de mise à disposition de robots via de la prestation de services? Du coup, bonjour, moi c'est Ludovic Pat, membre de Rob Agri à travers la société LVVD, groupe Terrena, un peu plus au nord et plus à l'ouest qu'ici en gros. Benjamin, si tu veux, je te laisserai te présenter après. Donc sur la partie distribution, nous le but c'est de à terme vendre des robots, très clairement. On a essayé de trouver différents modèles économiques, on est encore en phase de test. On s'est assez vite rendu compte que le volet prestation, on est en vigne, nous. Sur la partie viticole, on a un peu Donc, de mal à... vous vendiez un hectare désherbé avec un robot Ouais. plutôt qu'un robot lui-même. En fait, ouais, on À date. essaie de faire de la prestation pour tester la machine en conditions réelles. Quand on y met les coûts réels, la machine, l'opérateur, la logistique qui en découle, tous les faux temps, les faux frais, tout ce qu'il y a autour, on a un peu de mal quand même à boucler. Ouais, mais là, parce qu'on est, on va dire, un client, puis 100 km plus loin, un autre client, puis 100 km plus loin, un autre client. Si on imaginait un îlot avec C'est là- 3-4 clients autour, là, ça deviendrait peut-être plus intéressant. C'est là que vraiment l'enjeu CUMA est pour moi presque déterminant, parce qu'en fait, un des très gros freins du développement de la robotique sont les contraintes logistiques, au fait de déplacer la machine d'une parcelle à l'autre. Dès qu'on va avoir un groupe CUMA assez lié, avec une bonne entente, et un parcellaire qui se touche, qui est voire presque entremêlés les uns dans les autres, très clairement, là, ça lève le frein de la contrainte logistique. Et en fait, on change tout de suite de mode de calcul. On arrive à faire travailler le robot longtemps, quitte à ce qu'il fasse 2 ou 3 clients dans la même mission, entre guillemets. Et là, tout de suite, ça change le modèle économique. Et là, je remercie les CUMA pour soutenir ces projets robotiques. Et on le verra à travers le grand défi, comment on peut calculer tout ça. Est-ce qu'il y a des ETA dans la salle qui seraient prêtes à témoigner? Non? Un complément peut-être à propos de LVVD? Ouais, donc Benjamin Doucet, moi je représente une société de distribution, donc à la différence de Ludovic, lui qui représente une coopérative, nous on est plutôt axé sur la vente, on peut difficilement imaginer faire de la prestation, c'est moins notre ADN que la coopérative, donc on a déjà un secteur d'écart. Pour compléter au niveau des ETA, moi j'ai fait pas mal de présentations avec un robot de grande culture auprès d'ETA et au salon des ETA en 2023. Les approches sont un peu... sont sur deux aspects. Soit on a une même réflexion qu'avec les CUMA, c'est principalement la logistique qui a un premier frein. Et puis aussi, les ETA, on les a poussés à grossir et à devenir ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire d'aller sur du débit de chantier avec 500 chevaux, 12 mètres, des outils énormes. Donc là, on a du mal à concurrencer et à venir égaler ces débits de chantier. Ça, c'est la première chose. Mais il y a des ETA aussi, beaucoup, qui font aussi du transport, qui font aussi du TP. Et eux qui nous disent clairement, la logistique, c'est pas un souci. Moi, je la maîtrise, j'ai l'habitude de faire ça, j'ai un deuxième métier. Et voilà, c'est des approches différentes. Aussi, au salon des ETA, j'ai vu pas mal d'ETA venir avec leurs futurs repreneurs ou des jeunes qui se projetaient sur ces ETA-là. Et j'ai fait l'exercice avec eux de leur dire... Faites comme un éleveur ferait aujourd'hui, vous reprenez un ETA, faites comme un éleveur, s'il reprenait une ferme, il mettrait le robot instantanément dans la réflexion. Que vous alliez jusqu'à investir et à concrétiser le projet, c'est une chose, mais en tout cas, dans la réflexion, il faut commencer par l'intégrer. Donc, moi, j'étais là pour essayer de semer ces petites graines et de leur dire déjà d'envisager à chaque reprise ou à chaque réflexion sur les années à venir, d'envisager ça et d'essayer de l'intégrer dans les réflexions. Quels sont les autres thèmes qui sont abordés dans le groupe de travail distribution au sein de Rob Agri? Est-ce qu'il y a l'un des représentants qui veut... On en a vu, on est avec Ludovic un peu sur ces dossiers-là. On les a évoqués, c'est les freins, c'est au niveau des valeurs résiduelles. Donc on parle de location, c'est les premiers freins. La valeur résiduelle, l'engagement des banques. On parle de sécurité, le premier acteur en fait qui va dire si oui ou non la machine
elle est conforme à un niveau de sécurité. C'est les assurances qui vont oui ou non couvrir selon les applications. Est-ce qu'on doit être présent? Non. Faut une barrière physique, un géofencing suffit, etc. Donc on est sur ces dossiers-là vraiment terre à terre, c'est-à-dire de financement, de valeurs résiduelles, d'assurance. Voilà, on est sur les premiers freins en fait à l'acquisition qui sont des freins terre à terre. Alors, est-ce que l'un d'entre vous, du coup, peut répondre à la question qu'on traîne depuis tout à l'heure à propos du leasing? Florent? Oui, effectivement. Donc, par rapport aux subventions, en définitive, les subventions publiques peuvent être perçues à partir du moment où l'acquisition est faite en propriété. Donc, dès lors qu'il y a une location ou un leasing, en fait, les subventions à l'investissement ne fonctionnent pas. C'est quand on achète en propriété un matériel qu'on peut prétendre à déposer des dossiers de subvention. Il y a peut-être là aussi un petit travail de lobbying à faire en sorte que ce soit l'usage qui soit subventionné plutôt que l'investissement. Bref, je ne fais pas votre boulot à votre place, mais il y a peut-être là un petit chantier. Une autre question, une autre réaction sur les modalités de mise en marché concrètes des robots? Ou est-ce que toi, tu as une réaction à apporter aux propos de nos amis distributeurs évoqués? Non, mais je le partage complètement. Effectivement, c'est des questions qu'il faut aujourd'hui qu'il faut trancher et essayer d'expliciter parce que on est aujourd'hui un peu dans un... Alors, pas dans une impasse, mais effectivement dans quelque chose qui est un peu bloquant. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une très belle dynamique, et j'en veux pour preuve la fréquentation de ce séminaire aujourd'hui. Et je pense que cette dynamique-là, il ne faut pas la laisser retomber, et il faut justement arriver à faire coaguler. Et comme ça a été dit tout à l'heure, aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir un chef d'orchestre qui s'appelle Rob Agri. On est juste aujourd'hui en train de chacun de notre côté écrire une partition pour que le jour où on se mette autour des pupitres, que ça soit le plus harmonieux possible. Donc on trouvera des solutions et il y en aura, mais c'est vrai qu'il faut poursuivre et il faut absolument pas lâcher la dynamique qu'il y a aujourd'hui. Ouais. Bah, on ressent ton enthousiasme en tout cas. Merci beaucoup Florent pour ce propos et merci aux camarades là-haut d'avoir joué le jeu. Ils n'étaient pas tout à fait prévenus.